sommes en 1940. Le 10 mai, à environ 5 heures du matin, les troupes allemandes envahissent la Belgique. La ligne Maginot, supposée défendre la France, s'arrête aux Ardennes car les gouvernants pensaient que la Belgique neutre serait un rempart suffisant contre l'envahisseur. Les troupes françaises vont alors être dirigées dès 6h30 du matin vers la Belgique. C'est le début du piège tendu par Adolf Hitler. En effet, le gros des troupes sera massé dans les Ardennes, exactement là où les Allemands avaient déjà envahi la France en 1914. La grande masse des panzers sera stockée et attendra. Ils passeront là où s'arrête la ligne Maginot et fonceront vers la mer. Ainsi, ils pourront encercler les armées anglaises et françaises. Pendant ce temps, les armées françaises foncent en Belgique, survolées par les Stukas qui ne lâchent aucune bombe sur eux, plongent sans les mitrailler. Les troupes belges reçoivent le 11 mai l'ordre de se retirer des Ardennes. Donc les Belges se retirent des Ardennes, enfin, ils étaient sur le bord des Ardennes, parce que pour eux, ça n'a pas de sens de garder, ils gardent une forêt. Qu'est-ce qu'il y a à protéger là-bas? Rien. Est-ce qu'il y a des intérêts économiques? Non. Est-ce qu'il y a des gens à protéger? Non. Donc pourquoi garder une forêt? Ça n'a pas de sens. Sauf qu'après la forêt, il y a des villes, il y a des intérêts économiques. Et les Allemands, ils ont choisi le chemin le plus improbable, et donc stratégiquement, c'est une victoire. Le repli de la première division chasseurs ardennais qui occupe les Ardennes en mai 1940, mais qui n'avait pas pour mission de combattre sur place, de défendre les Ardennes. En mai 1940, les chasseurs ardennais qui se trouvent dans les Ardennes ont une seule et unique mission, c'est d'opérer des destructions de routes, de ponts, de placer des abattis, et lorsque les destructions sont opérées, c'est de se retirer. L'ordre est donné alors de se replier vers le sud de la Belgique. Le 14e Zouave devra rester pour protéger la retraite des autres régiments. Sous les bombardements, des colonnes entières de soldats français refluent de la Belgique, au milieu des civils des petits villages qui sont pris de panique et qui fuient par manque total d'une information sensée et de par une propagande mensongère. Les Allemands passent par le Luxembourg et les Ardennes belges. Les troupes allemandes s'étalent sur plus de 250 km de bouchons, le tout parfaitement visible du ciel. Et pourtant... Quand le général d'Astier de la Vigerie dit « j'ai la preuve absolue » et voilà les photos que les Allemands traversent la forêt des Ardennes, et on lui répond à l'état-major « non, c'est pas possible, les Allemands ne peuvent pas traverser la forêt des Ardennes parce qu'à l'école de guerre, on enseigne qu'ils ne peuvent pas traverser la forêt des Ardennes. » Et il dit, je ne m'occupe pas de théorie, les Allemands sont dans la forêt des Ardennes, je demande que mes avions aient le droit d'aller les bombarder. On répond non, parce qu'ils doivent venir par Liège et non pas par le sud-est de la Belgique. C'est contraire à la doctrine. Et les Allemands, avec Guderian en tête, qui avait été à l'état-major, eux, ils y avaient réfléchi aussi. Et comme ils avaient perdu 14-18, ils se sont dit, les Français ils vont aller aux Pays-Bas, ils vont aller en Belgique, et puis nous y irons aussi. Mais ils ont cherché le point faible. Et le point faible, c'était le moment où la ligne Maginot s'arrête, à la frontière du Luxembourg et de la Belgique. Les Allemands utilisèrent les chemins forestiers, parfois empierrés, et qui surtout offraient un camouflage parfait. Et comme disait Pétain, si par un hasard extraordinaire les Allemands passaient par les Ardennes, il serait toujours temps de les prendre à la sortie. Et les Français croyaient, c'est après que tout ça, parce que sur le coup, je ne savais pas tout ça. Ceux qui nous commandaient croyaient que les chars ne pouvaient pas passer à travers les bois. Non mais, vous avez vu qu'on mettait un char même devant ma baraque, il faut tout à l'air, mais c'est pas croyable ça. Le 20 mai, après avoir couvert une distance record dans l'histoire des conquêtes militaires, 110 km en une journée, Guderian arrive à Abbeville bombardé, puis en baie de Somme. C'est le début de l'encerclement. Les armées alliées sont prises au piège. Les Allemands resserrent la pince sur 1 500 000 soldats alliés. C'est le début de la fin. Grâce au sacrifice de plusieurs régiments, dont le 14e Zouave, qui ont tenu 3 jours et 3 nuits dans ce qu'on a appelé la Nasse de Lille ou le Chaudron des Sorcières, 340 000 soldats anglais et français traverseront la Manche au lieu des 40 000 prévus par Churchill. Ce fut la réussite de l'opération Dynamo.
These Frenchmen, under the gallant leadership of General Molinier, had for 4 critical days contained no less than 7 German divisions, which otherwise could have joined in the assault on the Dunkirk perimeter. This was a splendid contribution to the escape of their more fortunate comrades of the BEF. Non, il ne faut pas les laisser dans l'oubli. Faut pas les laisser dans l'oubli. Les Allemands leur ont rendu hommage, leur ont permis de défiler glorieusement dans l'île pour rendre hommage à leur héroïsme. On pourrait peut-être demander à la République française, peut-être même à la ville de Lille, de bien vouloir honorer des gens qui ont fait de Lille une des grandes batailles de l'histoire. Effectivement, la bataille de Lille permet de bloquer 7 divisions allemandes, que ce soit infanterie ou blindée. Donc c'est vrai que ces 7 divisions qui ont été bloquées ces 3-4 jours pendant la bataille de Lille ont certainement permis en grande partie la réussite de Dynamo. Whatever floats must go to Dunkirk. Le souci, c'est que l'opération Dynamo ressemble à beaucoup d'opérations qui vont être faites à ce moment-là, c'est-à-dire mal organisées, ou voire même pas organisées du tout. Patrick Wilson, professeur d'histoire au Bradfield College de Reading, explique « Dunkerque devint un mythe nécessaire, mais son importance dans le déroulé de la Deuxième Guerre mondiale a été largement sous-estimée. » Et Churchill de conclure « On doit être très prudent pour attribuer à Dynamo les insignes de la victoire. Les guerres ne sont pas gagnées par les évacuations. » Et c'est vrai que ça marque que les troupes françaises, tout au moins sur l'île, sur le fameux chaudron, se sont vaillamment défendues. Après tout ce qu'on a dit après. Ils n'ont pas fait grand-chose, les combattants de l'île. Non, c'était pas grand-chose. Ils ont sauvé le corps expéditionnaire britannique et sans eux, le Royaume-Uni n'aurait pas eu la possibilité de continuer le combat. La bataille de Lille, très peu de gens la connaissent. Très peu de gens. Même des Lillois même. J'ai eu l'occasion de faire des recherches, de discuter avec des vieux Lillois qui étaient là. Ils ne savaient pas qu'il y avait eu des combats à Lille. Des combats aussi sérieux. Quoi. Imaginons que le maire de Verdun refuse d'entendre parler de la bataille de Verdun. Zut, ces gens-là ont existé et il faut les honorer. Ouais. Il faut les honorer. Le 14e régiment de Zouaves est mis sur pied à Lyon à la mobilisation de 1939. Il est constitué surtout de réservistes du 99e RIA. Il est encadré par des officiers et des sous-officiers d'active provenant de régiments de tirailleurs stationnés dans l'Est et par des officiers et sous-officiers de réserve dont la majorité sont des enseignants exerçant dans la région lyonnaise. L'état-major et le 1er bataillon cantonnent à Faisin, le 2e bataillon à Corba et le 3e dans le groupe scolaire dit des États-Unis. Le 9 septembre, le 14e quitte Lyon pour la Lorraine. Il fait partie de la 5e division d'infanterie nord-africaine, 5e Dina. Après une courte période d'instruction en arrière de la ligne Maginot, il séjourne dans la zone de Kreutzwald, en Moselle, où lui est confié la garde d'une portion de la frontière nationale. Là, les Zouaves du 14e apprennent à connaître la boue, le mauvais temps et le froid. On s'est bagarré, pas dans la zone de guerre où on dit personne ne s'est bagarré, mais non, on s'est bagarré là, au début. Après 2 mois d'avant-poste, le régiment gagne la banlieue de Saint-Quentin et cantonne dans la région de Vermand pendant quelques semaines, employé à l'instruction. Lettre de Maurice Debar à son épouse, datée du 6 octobre 1939. Ma chérie, nous voici en camping. Nous sommes au grand air et mon Dieu, cela va bien.
Tu excuseras mon écriture car je suis assez sommairement installé. J'ai dîné ce soir dans une camionnette et maintenant je suis sous ma tente avec un petit lumignon pour m'éclairer. Autour de moi, les hommes bavardent dans les tentes voisines. La tranquillité de la nuit est assez curieuse ici. Je dois te dire que les civils continuent à cultiver leurs champs. Ils s'aiment, et c'est assez curieux de voir ces gens s'occuper à des travaux si pacifiques. Sais-tu que nous avons adopté un petit renard? C'est la mascotte du bataillon. Il est naturellement très sauvage, mais nous espérons le civiliser un peu. Mon cheval a été baptisé. Il se nomme Julot. C'est un bien beau cheval. Et il est d'ailleurs très flatté et bouge les oreilles lorsqu'on l'appelle par son nom. Il est doux et me lèche les mains lorsque je le caresse. Lettre du 4 décembre 1939 de mon père à ma mère, écrite depuis Vermont. Et sous la nuit étoilée, nuit particulièrement calme que seul troublait sur le goudron le martèlement des pas des chevaux, j'ai continué à guider la colonne vers une nouvelle destination. Où allons-nous? Peu importe, et d'ailleurs nous l'ignorons. Que te dire de notre vie? Nous sommes sortis de la boue. Peut-être entrerons-nous dans une autre boue. Nous ne le savons pas. Pour l'instant, nous nous contentons de changer de lit chaque soir, et ce n'est pas désagréable. Le 16 janvier 1940, sous la neige, par des routes verglacées et dangereuses, puis des trains non chauffés, le 14e joint Saint-du-Nord, où il tiendra une partie de la ligne des fortifications en cours d'achèvement le long de la frontière belge. Lettre de mon père à ma mère du 4 avril 1940. Hier soir, je suis rentré chez moi et comme je te l'avais annoncé, j'ai mis le nez dans les paquets que tu m'avais envoyés. L'étoffe a fait très grand plaisir à la petite Lucienne et j'attends avec impatience les cravates pour les offrir aux hommes de la maison. Ici, mon père parle de la famille Delbecq. Lucienne Delbecq était la fille de monsieur et madame Delbecq, instituteurs à Saint-du-Nord. Puis après, il y avait quelqu'un qui a logé à l'école. Ah, c'est votre papa qui a logé chez M. Delbecq. Voilà, c'est papa, oui. Et vous n'avez pas retrouvé de traces de Lucienne, madame Bah non, j'ai appelé, c'est beaucoup. Et voilà, et nous, M. Delbecq, il habitait là. D'accord. Donc là devant, hein. c'est la maison, Ah ouais. c'est le logement de fonction, là devant, l'école, le bâtiment de l'école est derrière. C'est ici que le drapeau est présenté au régiment, rassemblé dans son ensemble, et que la musique du 14e fit sa première et dernière exhibition officielle. Le colonel Galtier, je l'ai bien connu, il était très ami avec mes parents. Il habitait en région parisienne et il venait souvent à la maison, enfin je dis souvent 3 ou 4 fois par an. Et il venait une semaine, 10 jours, 2 semaines. Et sa femme, je l'appelais Tante Jeanne d'ailleurs, alors qu'on n'avait aucun lien de parenté. C'est un officier type, beaucoup d'allure, beaucoup de classe. Quand il fait son livre, après-guerre, il le fait à partir des carnets qu'ont écrits ces hommes pendant les batailles. Et il dit, je pressens que en fait, ces hommes vont être effacés, qu'on va les oublier. Il voit comment les choses se passent, effectivement, après-guerre, on glorifie exclusivement la résistance, la résistance, la résistance. Comme dirait un de nos hommes politiques, il faut positiver. Donc on positive, et eux, ils sont priés de se taire. Donc il dit, je pressens qu'ils vont être oubliés. Et donc, je fais ce travail de mémoire immédiatement parce que c'est pas juste. Il y en a eu 90% de morts. Enfin, ils trouvent que c'est pas juste de même pas honorer leur mémoire. Donc, il fait ce travail-là à ce moment-là. Du soldat qui était puni. On peut être à l'appel à 20 h. Alors là, on est dans une cave
enfermés. Et au moment de la débâcle, on n'avait pas encore été libérés. Je me souviens, quand nous avons évacué, on était sur la route du Cateau, à pied bien sûr. Ah, vous êtes parti vers le Oui. Cateau. On a rencontré un groupe de 3 zouaves ils étaient partis en permission, puis quand ils sont revenus par ici, il n'y avait plus personne. Ils ne savaient plus où aller. Ah, il y avait encore des permissions avant le mois de mai. Alors. Ils sont revenus, puis on a dit à Vennes, c'est plus la peine. Oui. Dans l'histoire du 14e soir, qui avait lavé ses mains, a jeté la cuvette d'eau et son alliance a parti. Ils ont cherché, n'a pas retrouvé. Alors c'est Madame Prince qui trouve en bêchant l'alliance. Mme Levaux, elle dit, je sais que c'est un soldat du 14e soir. D'ailleurs, il y en a un qui est sur la photo, là, celui-là, il est mort presque à côté de lui. Là, c'est une photo qui a été prise, vous voyez, il y a toute ma famille, là, c'est tout. Vous voyez, attendez, je vais vous montrer. Et là, mon père, il avait mis une chéchia, pour moi, c'était pour rigoler, et il l'a bien sur la tête, hein. Oui, il a oui, son oui, chien à côté de lui. Oui, et là, oui. c'est mon mari. D'accord. Vous voyez... Et là, c'était son copain. Oui, c'était, on l'appelait, comment que c'était, Marius. Marius, mais son nom de famille, je ne l'ai jamais su. D'accord. Ouais. Mais c'était des copains. Cette année-là, il y a eu beaucoup de neige. Ils sont arrivés dans la neige, les malheureux. Vous savez, la neige? Oui, oui, Oh là, il y en avait des tas et des tas d'ailleurs. Ils ont été malheureux les premiers temps qu'ils sont arrivés. Hein. Oh. Mais après, ils ont été casés peut-être de droite et de gauche. J'ai jamais entendu rien dire de mal sur le 14e zouave. Hein. Non, mais enfin, j'étais encore jeune à ce moment-là quand même. Hein. Le 14e zouave, ce que je me rappelle, c'est que, comme vous dites, il donnait des représentations. Ouais, il y avait une clique assez importante. Et moi-même, après l'invasion, aussitôt l'invasion, moi-même, j'étais piqué des vareuses, kaki, avec d'autres copains. On allait piquer les vareuses kaki parce que, après, nos parents, ils éteignaient. Vous voyez? Et j'ai connu d'autres copains, eux, c'était les flanelles. Parce que les zouaves, la clique des zouaves, ils avaient une flanelle, et au-dessus, il y avait ceinturon. Et avec ces flanelles, les mamans, ils faisaient des jupes à leurs enfants. Et ils les garnissaient de rouge avec la chaussure. C'était tout simple. Hein. À le fanfare de ça, il y avait un but qui était marqué 14Z. Donc, il venait du 14e zouave. On avait pris l'habitude, nous les gamins, on saluait les officiers. Puis quelquefois, oui, bien sûr, certains disaient, ils nous faisaient rectifier la position, vous savez, on saluait aussi bien comme ça, mais après on a dit non, c'est comme ça. Bon. Et ce qui nous a étonné aussi, nous, beaucoup, c'est de les voir jouer aux boules avec des boules de fer. Nous, on n'avait jamais vu ça, nous, les gars, avec des boules de fer. La pétanque avant-guerre, on ne connaissait pas ça. 10 mai 1940, vendredi. Il y a tir aujourd'hui, sous ma haute direction. À 7h30, l'agent de transmission de la 11e vient me trouver tout essoufflé. Alerte numéro 3. Sans doute cela me donne un choc. Ce numéro, c'est l'alerte avec départ immédiat pour la Belgique. Il va falloir aller à la rencontre des Boches. Tout cela, je le réalise confusément. En l'espace de 3 secondes. 14h, tout est prêt. Soit à pied, soit en car, le 14e avance sur le sol belge jusqu'au-delà de Namur. Le premier contact avec les Allemands est pris le 14 au soir, avec ordre de tenir sur place sans esprit de recul. Le 14e zouave, en fait, embarque en autocar en France le 13 seulement. Oui. Et donc va arriver ici un peu au compte-gouttes à Namur. Il faut savoir que le 13, alors que les Français montent en ligne, enfin montent encore en ligne, notamment le 14e zouave, les Allemands ont déjà franchi la Meuse plus au sud de Namur, du côté de Dinan-Bouvignes. Quand on s'est trouvé face aux Allemands, les Allemands c'était des soldats de qualité, mais n'étaient à peu près de qualité équivalente. Ma division, au moment du 10 mai, je ne parle pas avant, au moment du 10 mai, on devait aller du côté de Namur, à un bled qui s'appelait Spie. On est monté à Namur.
Arrivé à Namur, on était avec un mousqueton devant les chars allemands. Alors on a compris qu'on était foutus, quoi. Alors, on a déjà commencé à se replier à partir de Namur. Et puis avec les chars et les automitrailleuses qui nous sulfataient. Et puis un jour, l'état-major nous dit vous êtes crevés, parce qu'on dormait à peu près 2-3 heures par nuit. Et alors on était lessivés, donc l'ordre est venu de reculer. Mais pourquoi? En ce qui concerne le commandement, certains ordres qui ont été donnés étaient tout simplement en dépit du bon sens. On part vers l'arrière, puis arrivé près de la frontière, je voyais des troupes en quantité qui arrivaient, qui tous avaient reçu l'ordre de reculer. Voilà, donc le 14e Zouave est arrivé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, relativement tardivement sur la position. Et il a pour mission, le 15 mai, au soir, de protéger l'arrière-garde, en fait, si vous voulez, les derniers éléments franco-belges qui doivent quitter Namur. Et notamment le premier bataillon du 14e Zouave est installé ici à Belgrade et a pour mission d'assurer cette protection des dernières troupes franco-belges qui quittent Namur en installant des points d'appui sur la chaussée de Waterloo. Dans la nuit du 15 au 16, les Français sont installés ici près du Pont de Bois, c'était son nom à l'époque. C'était l'ancienne commune de Saint-Servais. Oui. Et donc déjà vers 4 heures du matin, un officier français voit arriver 2 motos. Il pense que ce sont encore 2 retardataires, soit belges, soit français. Malheureusement, ce sont deux soldats allemands qui seront abattus par le lieutenant Lamache. Et on pense qu'il y a encore quelques retardataires qui doivent rejoindre, mais au début de la journée du 16 mai, il y a quelques soldats français qui sont cachés dans le remblai du chemin de fer. C'est la ligne qui va de Namur à Bruxelles pour accueillir effectivement, accueillir entre guillemets, les soldats allemands qui vont arriver. Et il les accueille évidemment avec des tirs de mitrailleuses lourdes. Et en fait, les derniers soldats français, les derniers Zouaves, qui se situent près du pont de Bois, et juste un peu à proximité, sont pratiquement abandonnés sur place et ont un peu la mission de se sacrifier pour sauver les restants, enfin en tout cas le reste du premier bataillon des Zouaves. Et ils seront notamment tués sur place. Il y aura 4 Zouaves abattus près du pont de Bois. Il y aura également quelques blessés qui vont se réfugier ici dans l'église de Servais-Belgrade. Oui. Et donc que les Allemands vont déloger assez facilement malgré tout. Et c'est une plaque en cuivre qui est superbe et qui reprend donc le nom des 4 malheureuses victimes qui ont été sacrifiées pour cette mission sans retour. Et les 4 soldats, les 4 Zouaves sacrifiés seront très rapidement enterrés ici, dans une des pelouses adjacentes à l'église. Ouais. L'étape se continue. Vers la mi-journée du 27, ordre est donné de se porter sur les passages de la Deule, l'objectif éloigné étant Armentières. C'était le 27 mai 40. Le premier bataillon du 14e Zouave avait gagné Gondecourt avec pour objectif Armentières, mais il y a eu un contre-ordre et ce bataillon a été mis à la disposition des tirailleurs marocains pour assurer une contre-attaque. Vers 17h, par décision supérieure, le premier bataillon est mis à la disposition de la première division marocaine en difficulté. Dans le délai le plus court, ce bataillon doit contre-attaquer. Leur H est fixé à 19h.
Mon père avait remarqué que des Allemands tiraient du premier étage d'une maison et qui visaient la tête. Le capitaine Jäger est tombé mort. Le lieutenant Blanc, cousin de ma mère, également a été tué d'une balle dans la tête à 200 mètres de mon père. Et puis c'est mon père qui a été blessé. Ils avaient raté la tête. Il a reçu une balle ici, qui est rentrée là et qui était ressortie en bas du dos derrière. D'abord, je connais le livre du colonel Galtier, puisque le lieutenant Vernet me l'a dédicacé lors de sa dernière venue à Allen, je crois en 1975, quand on a inauguré la rue. Et je l'ai étudié, je l'ai lu, et si vous voulez, c'est en harmonie avec mes souvenirs de cette période. Alors, peut-être vous serez étonné de penser qu'à 4 ans, je puisse conserver des souvenirs, mais il y a quand même des vues qui ont été extrêmement frappantes. C'est-à-dire les bombardements d'abord, et puis ces 3 jours vécus dans le château, dans les blocos, où nous étions tous réfugiés, où des gens sont allés, malgré la bataille qui faisait rage, sont allés traire des vaches pour nourrir les gens qui ont été enfermés là pendant 3 jours. Je vais vous citer des noms, Monsieur Sarrazin, Monsieur Sauvage, Monsieur Sauvage étant mon père, et donc ils sont venus nourrir les gens qui étaient là. Parce qu'on ne pouvait même pas, quand il fallait aller aux toilettes, on était obligé de sortir du blocos, et puis on était au milieu des soldats qui se battaient. Donc moi je me souviens qu'il y en avait un qui était posté à la porte du blocos, et il avait le visage barbouillé. Alors est-ce que c'était un zouave ou est-ce que c'était un tirailleur marocain? Je ne saurais pas vous préciser. Mais ça bagarrait sec, quoi. Donc on est sorti de là au bout de 3 jours, et puis bien sûr on s'est rendu compte qu'il y avait quand même eu des batailles sérieuses, notamment dans l'avenue du Bois. Il était devenu impraticable, parce que c'est là qu'il y avait eu le choc entre les 6 chars Saumur qui étaient venus en renfort des Zouaves et les chars de Rommel qui arrivaient du sud, le long de la Dole. Mon père a été mis en joue par un Allemand, un soldat allemand qui l'a mis en joue. Et mon parrain a vraiment cru que mon père était mort. La déclaration officielle qu'il avait faite, c'était lieutenant Vernet, grièvement blessé, laissé pour mort sur le terrain, achevé par un Allemand. C'est ainsi qu'il a été enregistré sur les listes des tués de son régiment. Et j'ai la page du cahier où mon père est noté mort, et après, ça a été barré à la main. Mais cet Allemand, il ne l'avait pas achevé du tout. Et non seulement il ne l'avait pas achevé, mais il lui a laissé sa gourde de café avec de l'agneau. Et c'est vrai que cet Allemand, je ne serais pas là s'il n'avait pas été là, parce que mon père, il a sûrement sauvé la vie de mon père. L'ennemi est tout près, à 100 mètres environ. Il passe de droite à gauche. Entre lui et nous, quelques jardiniers ouvriers. 2 artilleurs sont avec moi. Ils commencent à tirer. Nous tâchons de nous aplatir le plus possible, car les Boches vont certainement ouvrir le feu. Et alors, c'est la fin. À ma gauche, un des hommes s'abat, une balle au front. Le coup claque en même temps, à 100 mètres environ. Le pauvre type ne semble pas trop souffrir. Il meurt tout de suite, en disant seulement au soldat qui se penche sur lui, « Cette fois, j'ai compris. Tu diras à ma femme. » L'autre reçoit une balle en pleine tête et tombe sur le premier, sans pousser un cri. Je reste seul et commence à m'inquiéter. J'ai beau être à plat dans la rigole du trottoir, je suis très visible et je ne vois rien. Les Boches ont dû approcher à la faveur des jardins et ils nous tirent comme à la cible. Une secousse formidable au bras gauche qui saute en l'air et retombe inerte. D'ailleurs, la douleur après le choc n'est pas très intense. Je me sens touché, mais je ne comprends pas que je le suis gravement. Simplement en sentant que ma main n'obéit plus. Et je regarde pour voir le sang qui gicle par jet. Ça, j'ai encore le courrier et tout ça, tout ce que j'ai reçu de ce qu'il a passé au Bourdin, tout ça. À Haut-Bourdin. Il a failli être tué parce que les Allemands voulaient lui prendre son portefeuille et il ne voulait pas donner son portefeuille. Alors, là, il a frôlé la mort, hein, il voulait le tuer. Hein. Quand il a été prisonnier. Oui, à Haut-Bourdin, alors.
Oui, parce qu'il est passé par la Belgique aussi. Oui. Voilà. Oh, il y a des choses sûres que c'était catastrophique. Elle a perdu beaucoup de copains là-bas, au Bourdin. Le 28 mai, les restes du régiment se replient sur Aubourdin, banlieue de Lille, où leur est confiée la défense sud-est de la ville. Jusqu'au 31, avec les restes des autres unités sacrifiées dans cette poche, ils livrent dans des conditions héroïques un combat défensif très meurtrier pour l'ennemi. Les défenseurs de Bourdin n'acceptent la reddition que lorsque le sont promis les honneurs de la guerre. Là que s'était installé le PC du colonel Galtier, et en réalité la bataille était juste au bout de la rue Saint-Langros, au bout de la rue Saint-Langros, qui est juste à droite de la maison. Bon, les Allemands sont pas arrivés jusque-là, il y a eu des incursions, il y a eu une voiture par exemple qui est venue jusqu'ici, mais les gens ont été arrêtés par les soldats français qui étaient là, et n'ont pas pénétré. Le secteur n'a pas été pris par les Allemands. D'accord. Et la défense était comment? Était disposée? On sait comment la défense était disposée? Alors la défense était au milieu de la rue Saint-Langros, puisque l'avenue de Beaupré débouche au milieu de la rue Saint-Langros. Et de l'autre côté, juste avant le cimetière d'Aubourdin, où il y avait l'orphelinat Saint-Augustin. Voilà, donc nous sommes ici devant le lycée Beaupré, où il y avait le château. C'est l'emplacement de l'ancien château de Beaupré, qui était un château de la Renaissance, qui a été abattu pour construire le lycée, hélas. C'était un très beau bâtiment. Alors il avait été un peu abîmé pendant la guerre, mais pas trop, on aurait peut-être pu le restaurer, mais il a fallu trouver un emplacement pour construire un lycée. Du point de vue de la bataille d'Aubourdin, qu'est-ce qui s'est passé dans le parc du château de Beaupré? Il y a eu de la bagarre. Bon, il y a eu de la bagarre parce qu'il y avait il y avait des soldats qui étaient dans le parc et dans le château. Alors il y a eu plusieurs épisodes tout de même de bagarre dans le château de Beaupré. Il a été pris, repris au moins 2 ou 3 fois. C'était un peu la frontière des derniers combats. Les Allemands ont fini par prendre tout de même le parc du château de Beaupré, n'ont pas pris le parc de la tannerie qui était à côté, mais qui est derrière le terrain de sport. Mais par contre, là, le château de Beaupré n'a été pris. Donc nous sommes là, juste en face du pont du Moulin Rouge. Voilà. Donc on a ici, le pont en réalité était ici à l'extrémité de la rue et donné en face à l'emplacement de la passerelle. Ah voilà, d'accord. Et le café qui est juste à droite, c'est le café du Moulin Rouge. D'accord. Donc les Allemands étaient là-bas. Les Allemands étaient en face. Et les Français étaient ici. J'ai été désigné par l'adjudant-chef Ménard et 5 tirailleurs pour tenir la poste au bout de la rue, juste avant le pont, sur la Deule, avec 4 FM pour armement. À notre hauteur, de l'autre côté de la rue, un canon de 25 tenu par des zouaves se mettait en batterie. Face à nous, les Allemands sont arrivés sur la route et ne s'attendaient probablement pas à une telle résistance. On rompait sur le pont qui était voilà, là, on dégageait un char. Un char Somua qui était coincé avec des mines. Oui. Un événement sur lequel mon père était très discret. Le peu de choses qu'il m'a dit, c'est qu'il s'est fait emmener en moto à l'entrée du pont. Et là, avec son ami Plasson, eh ben, ils ont rampé sur ce pont, au milieu des cadavres. Sous le tir des armes automatiques allemandes, les Allemands étaient de l'autre côté du pont pour enlever les mines, ce qu'ils ont pu faire. Et ils ont été arrêtés par un câble. Les Allemands avaient tendu un câble au milieu du pont, et là, ils n'avaient pas l'outillage pour couper ce câble. Donc ils ont eu à faire demi-tour et leur action a avorté. La seule issue possible, c'est ce fameux pont du Moulin Rouge. Donc là, nos 2 pères se proposent pour y aller. Alors que le papa de Jean soit là, c'est tout à fait logique, son unité est là. En revanche, mon père, qui fait partie du 3e bataillon, aurait dû être un petit peu plus à l'est et déjà s'être rendu. Ça a dû être assez confus. Hein. Mon père n'aurait pas dû être là à ce moment-là. Est-ce qu'il est parti avec Christian? Là, on ne saura pas. Mais enfin, ce qui est certain, c'est qu'ils montent tous les 2, effectivement, pour essayer pour tenter de dégager ce pont. Et qu'ils n'y arrivent pas. Donc là, on est le soir du 28 mai, c'est dans la nuit du 28 au 29 mai. Et il y a encore une tentative, on essaye de faire passer un petit char qui se coince. Et c'est au 29 mai que les généraux Dame, Meigny et Molinier comprennent qu'ils ne s'en sortiront pas. Ils ont tiré trois obus
Un qui était trop court, le deuxième était sur la droite, et puis le troisième, c'était nous. Et moi, je me suis retrouvé debout, et puis mon oreille saignait un peu, l'oreille gauche, là. Et puis la tête, je croyais qu'elle allait éclater tellement ça bourdonnait dedans. Alors quand ils sont les camarades du 14e Zouave, qui étaient de l'autre côté de la route, avec un canon de 25, ils me criaient et disaient « Vous avez du mal, vous avez du mal ?» Ben, on avait du mal, je ne pouvais pas répondre, je ne pouvais pas parler. J'entendais, mais je ne pouvais pas répondre, tellement ma tête bourdonnait. Hein. Et puis là, c'était un véritable massacre, quoi. Parce que l'adjudant-chef Ménard, qui était le seul Français qui était avec moi, Français de souche, entendons-nous, hein. Autrement c'était des Tunisiens, des tirailleurs. Puis il est sorti de son trou, lui aussi, et puis il avait une plaie épouvantable. Il était transpercé, quoi, c'est ce que j'allais dire. Et il a quand même m'a parlé, il m'a serré la main, puis il me dit « Betou, c'est foutu ». Et puis il s'est écroulé à mes pieds, c'est mort, bien sûr. Puis à côté de ça, il y avait deux tirailleurs, deux Tunisiens, qui avaient plus de tête presque, qui étaient complètement décapités, c'était un massacre. Vraiment, ils avaient touché pile sur notre groupe, quoi. Hein. Et puis moi je suis là encore. Alors allez savoir pourquoi. Hein. Le bon Dieu ne voulait pas de moi. Je ne sais rien. Nous sommes ici devant le Café du Moulin Rouge qui a donné son nom au pont, qui est juste derrière la caméra. Et c'est dans cette rue qui s'appelle la rue de l'Arrache, qui part à côté du café, que se sont rencontrés les plénipotentiaires français et allemands pour signer la fin des combats. Au moment où se présente le porteur du message allemand, le général Molinier avait à ses côtés le général Dame, qui venait de lui déclarer qu'il n'avait plus que pour une demi-heure de munitions, et il rentrait du QG du général Mény, qui lui avait fait une déclaration identique. Vraiment épuisé, oui. Il faut imaginer ça. 18 jours de marche permanente, de combat permanent, d'alimentation moyenne, et 2 heures de sommeil par nuit. C'est pas tenable. Oui. C'est pas tenable. Mais mon père me disait qu'ils étaient vraiment vidés. On aurait peut-être pu s'évader quand les Allemands sont arrivés, mettre des vêtements civils et puis s'évanouir dans la nature, mais il dit que c'était plus possible, on ne pouvait plus penser, on était vidés, moralement et physiquement. Ils ne pouvaient plus réagir. Ça avait été trop dur pour eux. Il est à ce moment 19h. Le général Molinier, pour épuiser à fond la résistance, a déclaré qu'il ajournait sa réponse à 19h30. Et lorsque ce fut l'heure, celui qui, après une magnifique résistance, prenait à son compte l'humiliation de la défaite, partit en sidecar, le seul véhicule non détruit par les obus, vers le château de l'Arrache, pour y signer l'acte de capitulation. Tiré principe parlementaire, bon. Alors ils sont venus, puis ils ont fait parler avec les Allemands, les officiers allemands, et puis ils ont convenu un cessez-le-feu le soir du 31 mai, et vers les 8-9 heures par là le soir, ils ont parlé, et aussitôt après, ils ont déclaré le cessez-le-feu. Alors le clairon a sonné dans nos lignes et dans les leurs, les Allemands aussi. Alors après le déferlement d'armes automatiques qui faisait un bruit infernal, on s'est retrouvé avec un silence de mort. On n'entendait plus rien. Hein, épouvantable. Et puis là, dans la nuit, on a enterré nos pauvres camarades qui étaient tués, qui étaient morts. À droite et à gauche, partout où ils se trouvaient mal, parce que moi, comme par hasard, j'étais dans un endroit mauvais et j'ai passé à travers. Alors, à savoir. Alors c'est vrai que quand on voit tous ces blessés, tous ces morts, toutes ces citations, toutes ces batailles, on se dit vraiment qu'ils étaient, oui, c'était des héros, on peut dire comme ça. C'est le texte de la citation de mon père, très brillant officier, animé des plus belles qualités militaires, et qui n'a cessé de se faire remarquer pendant toute la campagne par son endurance, son courage et son esprit de sacrifice. S'est particulièrement distingué le 27 mai 1940 en entraînant sa section avec un élan magnifique à l'attaque du village d'Allen-les-Marais.
Sous des feux extrêmement meurtriers et dans des conditions précaires, après une progression de plus de 1500 mètres, a atteint son objectif et chassé l'ennemi de ses positions en livrant un combat héroïque au cours duquel il a reçu plusieurs blessures graves. Alors, je vais lire celle concernant mon papa, donc Antoine-Henri Plasson, lieutenant du 14e régiment de Zouaves, officier brave aux réflexes rapides et sûrs, a maintenu les liaisons du bataillon dans des circonstances difficiles, notamment le 24 mai 1940 à Saillé-en-Ostrovent, rétablissant sous le feu la liaison avec une compagnie très éprouvée. Après s'être distingué le 27 mai dans sa mission d'orienteur, a donné la plus belle preuve de son courage à Aubourdin, en s'offrant pour enlever les mines ennemies qui empêchaient à un point de passage obligé le débouché des chars. S'est porté témérairement pour accomplir cette mission sous le feu ajusté à courte distance d'armes automatiques ennemies, au milieu des cadavres d'hommes tués au début de l'action. Alors Christian de Vénély, lieutenant au 14e régiment de Zouaves, jeune officier particulièrement énergique et très audacieux, commandant le peloton motocycliste régimentaire, constamment sur la brèche pendant la période du 10 au 31 mai 1940, a accompli les plus dures missions dans des circonstances souvent critiques. Le 28 mai 1940, à Aubourdin, les restes de la division d'infanterie, encerclés tentant une percée, s'est offert comme volontaire pour dégager un passage obligé des mines ennemies qui empêchaient le débouché des chars. S'est porté témérairement pour accomplir sa mission sous le feu ajusté à courte distance d'armes automatiques adverses, au milieu des cadavres d'hommes du premier échelon d'infanterie qui s'étaient fait faucher au début de l'opération. Citation à l'ordre du corps d'armée, ordre 1823C du 5 avril 1944 concernant Maurice Debar. Jeune officier, animé d'un moral élevé et qui n'a cessé durant toute la campagne de faire preuve d'un courage et d'un allant inlassable, a assuré, à maintes reprises, des missions difficiles et périlleuses pendant la retraite de Belgique. Le 27 mai 1940, au cours de l'attaque à Allen-les-Marais, a sous le feu violent d'armes automatiques, pris le commandement d'éléments privés de leur chef et momentanément ébranlé, permettant ainsi de bloquer une contre-attaque ennemie et de conserver intacte une partie de la position qui venait à être conquise. Ils se sont tellement battus que le général Weger, oui, décide de leur faire rendre des honneurs. Il n'est pas le seul d'ailleurs, hein. Dans les écrits, apparemment apparaît le fait que les autres militaires qui étaient avec lui disent que vraiment ils se sont battus de façon héroïque, ils n'avaient aucun moyen, ils étaient perdus, on était sûr que de toute façon on allait arriver à les réduire et qu'ils ont vraiment tenu de façon absolument incroyable. Jusqu'à la fin, l'armée française s'est remarquablement battue, mais les généraux, la plupart des généraux, Weygand pour commencer, trouvaient qu'il ne fallait pas trop se battre. Oui, je me considérais comme beaucoup de camarades, comme une nullité au point de vue militaire, plutôt. Voilà. Parce que ça, on vous l'avait quand même fortement suggéré. Ah ben oui, oui. On peut dire que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc les vainqueurs, ils ont surtout envie de valoriser ceux qui sont battus, ceux qui sont gagnés. Alors il va y avoir une évolution, une prise en considération de tous les événements de la guerre, mais on préfère mettre en avant les héros, les gens qui ont d'une certaine manière été victorieux, et puis gommer ce qu'on préfère cacher, alors que ces gens-là, quelque part, ils sont battus avec des consignes souvent erronées, avec du matériel qui était inférieur à celui des Allemands, et pourtant ils se sont battus comme des lions. Bon, en définitive, je pense qu'on pourrait honorer toutes ces personnes qui se sont battues pour protéger les autres, leur permettre de préparer la suite, hein, d'une certaine manière. Et c'est vrai que ces soldats, ces compagnies sont des oubliés de l'histoire. Effectivement, il y avait, Georges Druel le décrit bien dans son livre, il y avait dans les caves des maisons de Aubourdin des militaires
qui avaient compris que de toute façon ils ne s'en sortiraient pas, et qui avaient déjà quitté leurs habits militaires et qui avaient pris des habits civils. Et à l'époque, Georges Ruel, clairement, dit que ce sont des déserteurs, et ce sont des gens qui vont se sauver, et qui, eux, vont pas partir en camp. Ça, c'est sûr. Donc nos trois pères, là, ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas quitté leurs habits militaires. Ils voulaient rester avec leurs Ils voulaient rester militaires avec les autres avec militaires. leurs camarades et aller jusqu'au bout. Et ils sont allés jusqu'au bout, ils sont partis en camp. Alors que les fameux déserteurs, là, qui sont partis en habit civil et qui sont rentrés chez eux, on peut imaginer Ils ont continué le combat. qu'ils ont continué le combat dans la résistance. Donc ces hommes-là, par la suite, après-guerre, quand il faut positiver, ont été glorifiés à giorno. Alors que nos pères qui sont partis en camp, eux, on leur a fait porter le poids de la défaite. C'était eux. C'était les vaincus. C'était les vaincus. C'était eux. Je gardais ça sous silence parce qu'on nous a considérés, je vous dis encore une fois, comme des minables, qu'on n'avait pas su arrêter les troupes allemandes pour gagner la bataille. Quoi. Alors, on est resté comme ça. Là, moi puis beaucoup de camarades, on n'a pas parlé. On a laissé ça sous silence. Considérés comme de mauvais soldats. Donc ils ont la triple peine, ils ont 50 camps. On leur fait porter le poids de la défaite, ils portent le chapeau, c'est bien commode. Et on glorifie la résistance et on leur demande de se taire. Et ensuite, ensuite on les oublie, on les efface parce qu'ils gênent. Le 1er juin vers 5 h du matin, la colonne se met en route. La compagnie d'honneur de la 5e Dina comprend une section de zouaves du 14e en armes. Elle défile sur le front d'un bataillon allemand avec drapeau et musique rendant les honneurs. Finalement, ces hommes-là, ils ont été reconnus à leur juste valeur par le général qui les a vaincus, un Allemand. Ils ont été reconnus à leur juste valeur par Winston Churchill. Ils ont été reconnus à leur juste valeur par le prince Charles. Mais pas par la France. Ça laisse... Quand on découvre l'histoire, ça laisse pantois. On sait qu'on était battus, hein, et que évidemment on était peinés d'en arriver là. Et on ne pouvait pas faire autrement. Malheureusement, c'était, comment dirais-je, une décoration, si on peut dire, pour les honneurs de la guerre. Mais ça ne faisait pas grand-chose pour les intéresser. Hein. On a marché comme un troupeau de moutons, si on peut dire, à l'abattoir. La situation d'effectifs du 14e zouave est éloquente. 22 jours plus tôt, il comptait 70 officiers, 350 sous-officiers et 2500 hommes. À Lille, il n'y a plus que 21 officiers, 45 sous-officiers et 328 zouaves. Ils ont participé à l'inauguration d'abord du pont des Français à Saint-Servais, à côté de Namur, puis la rue du 14e zouave à Allaine-les-Marais, où là ça s'est très bien passé, avec un accueil très chaleureux de la commune. Par contre, ils n'ont jamais abouti pour la création d'une rue du 14e zouave à Aubourdin. Militaire, je me rappelle les peu qui m'en a parlé, c'est que c'était la discipline militaire à ce moment-là. C'est ça, il m'a dit, ils y allaient tous avec beaucoup de conviction. C'est-à-dire, il y avait toujours ce recours de dire, non, on va se reprendre. Est-ce que Maurice Debar vous avez parlé de sa guerre? Non, il est comme moi, il ne devait pas en parler. Moi, c'est pas la même guerre, mais enfin, ces gens-là, enfin, je ne sais pas s'il vous en a parlé, c'est des choses, on les avait pour nous. Bon, si vraiment on nous en parlait, mais non.
Garder ça sous silence, parce qu'on nous a considérés, je vous dis encore une fois, comme des minables, qu'on n'avait pas su arrêter les troupes allemandes pour gagner la bataille. Quoi. Alors, on est resté comme ça, là. Moi puis beaucoup de camarades, on n'a pas parlé. On a laissé ça sous silence. Considérés comme de mauvais soldats. Alors, le Checal, donc c'était le bulletin de l'association. Ah ben, je dois dire que quand même, c'est mon père qui en a assuré la rédaction et la diffusion pendant 55 ans. Donc ça fait un certain nombre de bulletins, puisqu'il y en avait un par trimestre. Voilà le 7 que mon papa a planté. Il a grandi. 17 ans après, il a bien grandi. Mais il est toujours là. Et il est très beau. Il a fait une grande fête pour cette inauguration. On discutait tout le temps, quoi. On discutait tout le temps de ci, de ça, de ci. Et puis, mais Seigneur, vous n'avez même pas affiché la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ah, mais il faut me mettre ça. Alors, on en avait retrouvé une qu'on avait affichée. Il y avait un gosse qui marchait devant un gosse dans les 14-15 ans, quoi, quand il est grand, et qui marchait sur l'acheté. Puis on voit le gars qui sort quelque chose de la poche et il jette son bout de papier. Hop, vous la main. Alors le mot, il a, vous ramassez ça. Pourquoi? Vous ramassez ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et il a fait ramasser le morceau de papier à ce jeune délinquant, ce qu'on appelle maintenant, on appelle ça des délinquants. Il a fait ça. Bon, j'ai dit, mais quelle autorité il avait? Donc il avait l'autorité du gradé déjà. Il avait quand même cette autorité-là. Je vais découvrir M. Debar couché dans sa pelouse, en allant chercher les abeilles, enfin, en voulant. Il voulait absolument récupérer un essaim qui s'était mis dans un de ses arbres fruitiers. Il venait pour le chercher, puis il a été un peu vite. Il est comme moi, je porte un pacemaker actuellement, j'ai le cœur très fragile aussi. Moi, ça va. C'est difficile de reparler de ça. C'est difficile parce que voir cet homme-là qui dormait, il dormait dans l'herbe là. Il avait adoré la nature, puis il était là devant moi. J'ai pensé tout de suite à cette épitaphe qu'il y a sur le cimetière de Saint-Sauveur que vous connaissez. Nous avons été ce que vous êtes. Vous serez ce que nous sommes.
faisons, souriant et moqueur, chantant toujours joyeux plein d'allégresse, portant au loin la gaieté des vainqueurs. Près du chacal, une croix de Lorraine vient affirmer les exploits des zouzous. Du nord au sud, le hasard les entraîne, mais ce refrain les guidera partout. Allons zouzou, continue ta route, le repos viendra te récompenser. Sur ton chemin, les filles t'écoutent, car sous la chéchia, l'amour va passer.